Voilà, donc de retour sur la libre antenne puisqu'on avait commencé tout à l'heure et là, chose promis, chose due, on est avec Kémy Seba. Bonsoir Kémy. Bonsoir la famille. Donc voilà, on est hyper content de t'avoir ici, les métanotes aussi, hein, ils te saluent tous. Il y a de nombreux, on va dire, de nombreux hommages qui te sont rendus. Hein. Salut Kémy, merci pour toi, merci pour ton boulot, voilà. Pas le but, tranquille. Voilà, bon, en tout cas, ils sont hyper contents de t'avoir ici et nous aussi, parce que, alors en plus, félicitations, on a appris que tu as été nommé alors chercheur en philosophie et en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Libreville. En fait, c'est l'ICAD, c'est l'Institut Cheikh Anta Diop de l'Université de Libreville au Gabon. C'est une formation intense, accélérée, que j'ai suivie avec actuellement le plus gros spécialiste de philosophie en Afrique francophone, Grégoire Biogo, qui est considéré comme, il fait partie des 10 personnes les plus influentes à l'heure actuelle sur l'intelligentsia africaine francophone. Et bon, il m'avait pris en formation, il m'avait pris sous son aile il y a quelques années, parce qu'il avait décelé, je pense, sur le terrain de la pensée ou de la réflexion. Il savait que j'étais quelqu'un qui était passionné par ce domaine-là. Et voilà, j'ai morflé ces dernières années. Je ne peux pas le cacher, même si je ne le disais pas, cours du soir, journée. Donc la journée, j'étais soit à la radio, à la télé, parce que je travaille aussi à Convergence FM, et à côté de la 2STV. Et voilà, j'avais les cours, plus la vie de famille. J'ai travaillé comme un forcené, parce que je pense que le savoir, c'est important jusqu'à la fin de nos jours. Et j'ai eu... sans trop flamber, on a eu de très bons résultats. Voilà. Et le résultat de tout ça, c'est que quand tu travailles, à la fin, tu as des diplômes qui vont avec. Je ne cours pas après les diplômes, mais ça me permet de toujours, dans cette démarche de densifier notre réflexion, d'avoir d'autres portes qui s'ouvrent. Avant, je donnais des conférences dans les universités. Là, maintenant, je vais pouvoir donner des cours, parce que c'est enseignant-chercheur. Je vais pouvoir donner des cours. On a appris en quelques années ce que d'autres apprennent en 8 ans, mais on a travaillé 3 fois plus. Tu vois. Et la procédure que j'ai suivie, c'est une procédure très rare dans le domaine de la formation universitaire. Et donc je ne rendrai jamais suffisamment hommage au professeur Grégoire Biogo. C'était lui-même un élève de Cheikh Anta Diop et du philosophe juif, qui s'appelle Jacques Derrida, qui est le philosophe de la déconstruction. C'était le meilleur élève, Grégoire Biogo. C'était le major à la Sorbonne. Et puis voilà, là il me prend sous son aile et apparemment je fais partie de ses meilleurs élèves. Donc pour moi c'est très important. Et ça nous permet de passer à un autre stade, encore une fois. D'accord, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du panafricanisme en tant que science. C'est ça que ça veut dire? En fait, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que le travail qui a été le mien, qui est le mien, qui sera le mien, à la base, j'ai inséré dans ma réflexion, dans mon paradigme, toute la sève, quelque part, de la formation universitaire en philosophie de base que l'on a sur le continent africain et qu'on peut avoir aussi en Occident, parce que c'est un programme qui est universel sur ce terrain-là. Sauf qu'à la différence de ce qu'on nous présente en philosophie en Europe, où on pense que la philosophie est née en Ioni, est née avec M. Socrate, nous on apprend la philosophie africaine de la période présocratique, avec des penseurs qui existent en Afrique, parce que la philosophie n'est pas née en Grèce, elle est universelle, la sagesse n'est pas née là-bas. Et au contraire, même les philosophes grecs sont partis étudier du côté de la Méditerranée, ils sont partis étudier aussi du côté de l'Égypte. Voilà, ça c'est aussi une réalité, sans être dans un discours caricatural afrocentrique, c'est une réalité. Même les penseurs grecs le reconnaissaient. Donc on a une formation intensive sur ce terrain-là. Et on a étudié aussi les philosophes classiques qu'on peut trouver en Europe ou ailleurs. Et après, moi, je me suis spécialisé sur les questions du panafricanisme, de telle sorte que j'ai pu créer un link entre justement les bases universitaires intenses que j'avais sur le terrain de la philosophie et la réflexion panafricaine des pères fondateurs, des révolutionnaires de la terre-mère, tels que Kwame Nkrumah, tels que Robert Oumyobé, tels que par la suite Thomas Sankara, avant lui Patrice Emery Lumumba, Amilcar Cabral, Muammar al-Kadhafi, dans les derniers temps. Est-ce que tu mettrais Marcus Garvey, toi? Bien sûr, Garvey était un panafricain totalement, qui avait sa vision. Le panafricanisme, c'est une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces, plusieurs chambres. Chacun a une spécificité. Chacun avait une pensée précise. Comme Nkrumah, on va parler du consciencisme, par exemple. Thomas Sankara parlera, lui, de l'autosuffisance alimentaire. C'était la démarche qui était la sienne. Beaucoup de personnes avaient une spécificité qui leur était propre. Mais tous se réunissaient sous l'égide du programme du panafricanisme. C'est pour ça que j'entends souvent en Europe des gens qui disent, qui sans connaître, confondent ou
comparent le pan-européisme ou l'Union européenne avec la logique de l'Union africaine, c'est des gens qui n'ont absolument pas compris la dimension. L'Union européenne est un projet du lobby du cartel financier, qu'on parle clairement, qu'on parle synthétiquement, alors que le panafricanisme, c'est l'idéologie des révolutionnaires de la terre-mère, qui ont voulu faire sauter les frontières imposées par la conférence de Berlin en 1884 et 1885 par les francs-maçons, d'accord, qui ont découpé le continent africain comme c'était un gâteau, et qui ont voulu, au-delà des divisions imposées, qui ont voulu essayer de recréer une société qui aurait été dans une logique d'être dans le contre-mondialisme quelque part. Faire sauter certaines frontières et faire en sorte qu'on agisse telle une voix qui parle au concert des nations et qui est dans une démarche d'essayer de lutter contre le cancer des nations. C'était leur démarche. Et c'est notre démarche aujourd'hui. Le panafricanisme est l'idéologie de libération africaine qui est la plus propagée dans les masses aujourd'hui. Tout le monde le sait. Il suffit juste d'aller un petit peu, de voyager, tu pars du panafricanisme, tu ouvres des portes partout sur le continent africain. Après, il est évident qu'il y a des gens qui, emportés par cette exacerbation des tensions qu'il y a à différents endroits du continent, tombent dans des réflexes tribalistes. C'est des choses qui existent aussi. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. C'est pas ça justement qui empêche l'émergence d'une véritable idéologie en Afrique, c'est justement le principe du clanique de la société organisée. Mais la question c'est qui est-ce qui exacerbe ça? La question c'est qui est-ce qui exacerbe ça? Parce que je suis l'un des plus grands exemples, en tout cas sur le terrain francophone, de cette capacité, lorsque tu viens avec un message panafricaniste. En plus, j'ai la chance, par la grâce de Dieu et par la protection de nos ancêtres, de pouvoir m'exprimer dans l'émission phare en Afrique francophone qui s'appelle Le Grand Rendez-vous sur la 2S TV et qui est diffusée dans toute l'Afrique francophone par le biais de Canal+. Ils servent au moins à ça. D'accord. Et mon message passe partout. Notre message passe partout et il est reçu avec aussi bien par la masse que par l'intelligentsia, avec une générosité, avec une affection réelle, parce que quelque part on réveille ce que les nôtres pensaient être enfoui dans les livres, pensaient être enfoui. Certains pensaient que le panafricanisme était mort avec nos aînés qui ont été assassinés, pensaient que le panafricanisme était mort avec nos pères fondateurs et les leaders qui se sont battus pour notre indépendance. Donc il y a ce côté bicéphale et peut-être schizophrénique aussi de l'Africain qu'il peut tomber facilement dans des réflexes claniques. Il peut tomber facilement dans des conflits intertribaux. Je le vois moi-même. Mais dans le même temps, le même qui peut tomber dans ces réflexes-là, lorsqu'il entend, et c'est toujours la théorie du verre d'eau sale et du verre d'eau pure, quand tu ne le donnes que le verre d'eau sale, et que tu lui dis que ce n'est que ça l'eau, la personne boit si elle a soif. Si tu présentes à côté du verre d'eau sale le verre d'eau pure, et ce panafricanisme, l'idéologie de libération africaine en tant que telle, on dit les choses clairement et simplement, les gens comprennent. Et c'est pour ça que parfois je souris souvent quand j'observe la dissidence française, parce que elle a l'impression, par ignorance, mais réellement, parce qu'elle ne vit pas en Afrique, elle ne connaît rien de cette réalité-là, à part aller en vacances peut-être 3 jours à Marrakech ou à Agadir, c'est pas ça l'Afrique. Enfin, c'est pas que ça l'Afrique. Elle a l'impression que, en gros, le panafricanisme, c'est un projet utopique. C'est des choses qui me font sourire. C'est un projet utopique. Comment les Africains peuvent se réunir, ils ne s'entendent pas, mais il faut débrancher TF1. Il faut arrêter de regarder BFM. Il faut visiter, il faut voyager, il faut aller voir les gens. Moi, je voyage, je vais au Nigeria, je vais au Bénin, je vais au Sénégal, je vais au Mali, je voyage à différents endroits. J'étais en Éthiopie en 2012. On voyage, on essaie d'aller au plus d'endroits possible. Je dois aller en Afrique du Sud aussi l'année prochaine et dans d'autres pays, on en reparlera peut-être. Les gens ont une autre vision des choses. Et il y a toute une génération qui a compris que la seule solution, de toute façon, pour que l'Afrique puisse en sortir, c'était le projet de Kadhafi, c'est qu'on ne puisse parler que d'une seule voix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et avec l'aide de la diaspora. Donc, moi j'encourage vraiment les gens dans le microcosme franco-français, parce que c'est ça le problème de la dissidence, c'est qu'elle ne voyage pas. Elle voyage très peu, ça reste sur Internet, ça ne va pas à l'extérieur, du coup, elle ne voit les choses qu'à travers un prisme parisiano-parisien, tu vois, ou lugano-luganiste. Et je suis désolé de vous dire que ce n'est pas ça la réalité africaine. Il faut vivre pour comprendre ces choses-là. Il faut être sur le terrain, il faut comprendre les douleurs, être confronté aux coups et en donner aussi pour comprendre la densité de cette question-là. Et ce n'est pas du tout un projet utopique, sinon Sankara, celui que les gens citent sans le connaître, les gens ne retiennent de Sankara que la partie patriotique. C'était une partie patriotique parce qu'à l'époque, il fallait, avant de songer au projet fédéral, comme le disait d'ailleurs Kadhafi, il fallait que chacun songe à s'en sortir localement par rapport à la manière dont la pieuvre essayait de nous asphyxier. Là, on est à une autre étape aujourd'hui, où on sait qu'on est obligé de passer par une logique fédérale, continentale,
pour s'en sortir. Il y a ce que certains vont parler de l'intégration africaine pour accélérer le processus. Tu vois, la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, il y a les communautés des États d'Afrique de l'Est. Ce sont des étapes qu'on fait, ce sont des choses qui se font déjà. Mais est-ce que c'est pas finalement le projet mondialiste aussi de faire une fédération de... Puisqu'on sait très bien qu'ils veulent faire des fédérations de blocs continentaux. Mais c'est ça la caricature. Moi, c'est là où, mon frangin, avec toute mon affection, c'est là où je pense qu'il y a vraiment une caricature et un regard extrêmement biaisé dans la dissidence franco-française. La France, c'est le résultat de quoi? La République. Il y a les Bretons, il y a les Alsaciens, il y a les Nordistes, il y a des Flamands. J'ai vécu dans toutes les régions dont je te parle, j'ai été trimballé là-bas avant d'atterrir en banlieue parisienne à mes 15 ans. D'accord? Il y a les Corses. D'accord? Tout le monde a une identité particulière. Tous ne sont pas nés français dès la base. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un historique, il y a eu un choix. La République est un choix. Certains vont dire que c'est un choix qu'on peut contester ou autre, mais c'est un choix de construction d'un peuple en fonction d'une idéologie. Pourquoi vous voulez refuser à d'autres, et je dis vous, je ne parle pas forcément de toi, mais vous voulez refuser à d'autres ce que vous acceptez pour vous autres? Si les Lumumba, si les Sankara, si les Oumniobé se sont levés, si les Steve Biko se sont levés, si les Amilcar Cabral se sont levés, pour que ce projet puisse voir le jour, si les Muammar al-Radhafi se sont levés, et c'était le dernier qui a plus que jamais répondu cette logique panafricaine, arabe ou bédouin de son état comme on le présente, s'ils ont été dans cette logique-là, c'est parce qu'ils savaient que c'était un mal nécessaire. Parler avec une voix unique. On ne sera plus fort qu'en se réunissant pour lutter contre la pieuvre qui, elle, n'est pas contrairement à ce qu'on pense. Parce que tu dis, est-ce que c'est pas le projet mondialiste d'être dans la logique de la confrontation des blocs? Mais la preuve que non, c'est que le mondialisme vient sur le continent africain et divise, même à l'intérieur des pays, les ethnies contre les ethnies. Donc, ce qu'ils veulent peut-être pour d'autres contrées, ils ne le veulent pas pour le continent africain. Ils ne veulent pas qu'il y ait une voie unique. Ils veulent que ça soit quelque part la division en différentes factions. On le voit Soudan du Sud, Soudan du Nord, on le voit à différents endroits. On le voit en Centrafrique aujourd'hui. On peut analyser ça pendant des heures et des heures. Je l'ai fait, il suffit d'aller sur YouTube, voir les chroniques qu'on a fait à la TV à ce sujet. Ça, ce sont des choses réelles. Et nous, notre démarche, celle de nos pères, et la nôtre aujourd'hui, celle de notre génération, c'est être dans cette logique de comprendre que faire sauter ces frontières maçonniques, c'est une obsession, c'est une obligation pour nous, et c'est un mal nécessaire. Faire sauter ces frontières ne veut pas dire faire disparaître la diversité africaine. Nous ne sommes pas uniques, au sens que, je veux dire que l'Africain de l'Est, l'Africain de l'Ouest, l'Afrique centrale, je voyage partout, il y a des différences. Oui. Mais personne ne dit le contraire. Comme il y a des différences entre le nordiste, il y a des différences entre le nordiste et le corse. Il y a des différences entre le nordiste et le breton. Pourtant, ils parlent tous de la République. On a, et c'est pas quelque chose que Kémy Séba est venu inventer en 2014. Ça, c'est ce que certains qui ont, selon moi, une ignorance crasse, mais qui parlent quand même avec certitude. Tu vois, qui parlent avec... C'est ça que moi qui me fait souvent sourire, c'est beaucoup parlent d'Afrique, ne la connaissent pas. La regardent depuis Blanc-Ménil ou autre, et se permettent de faire des jugements sur la réalité africaine. Non, parlez de ce que vous connaissez. Parlez de ce que vous vivez. Vivez les coupures d'électricité comme nous. Vivez les coupures d'eau comme nous. Vivez les sacrifices dans lesquels on est. Et après, vous pourrez venir parler. Mais ne parlez pas quand vous ne connaissez pas, ne serait-ce que l'histoire du panafricanisme. Vous ne la connaissez pas. Et j'entends des gens qui souvent, moi, citent Sankara. C'est des choses, moi, qui me font... ça me fait sursauter, en même temps, ça me fait éclater de rire. Je me dis, les gens citent. Ils ne savent pas. Quand Sankara va à Harlem, c'est comme les gens qui disent, dès que tu commences à parler de solidarité entre afro-descendants, t'es un racialiste. C'est le nouveau terme à la mode que certains abrutis aiment citer et répéter à foison. Quand Thomas Sankara va à Harlem et dit que lui, il est dans la maison noire, une maison noire du peuple noir en tant que tel, quelqu'un est parti traiter Sankara de racialiste parce qu'il disait que les Afro-Américains, c'était notre population, c'était nos frères qui étaient installés là-bas? Personne. Mais aussi, on est au XXIe siècle, dans une période où les gens n'ont plus de repères historiques en ce qui concerne l'Afrique. La plupart du temps, ils n'étudient même pas. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors ils vont citer, ils vont piocher à gauche, à droite des gens dont ils ne connaissent pas l'œuvre. Et puis ils vont taxer, dès que ça ne va pas dans leur sens, un tel est racialiste, un tel ne l'est pas. C'est tellement ridicule. Comme tous les politologues qui parlent sur moi en France, Stéphane François, il est payé par le CNRS ou autre pour dire que Kémy Séba est un idéologue racialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, racialiste? Quand Aimé Césaire dit qu'il quitte le Parti communiste parce qu'il y a un moment où il sait que les Noirs doivent s'organiser dans une structure qui leur est propre, avec des objectifs qui leur sont propres,
non pas parce qu'ils sont contre les autres, mais parce qu'il est nécessaire qu'ils se réalisent eux-mêmes. C'est pas du racialiste, ça. Non, c'est pas racialiste, mais peut-être que si aussi, c'est vrai que les gens, pourquoi ils disent pas les médias, ils te disent, c'est vrai qu'ils te taxent de racialisme, ils disent aussi suprémaciste noir. Alors quand on voit l'état de l'Afrique, être suprémaciste, c'est comme une grosse blague. Suprémacisme vis-à-vis de quoi? Bah en fait, si tu veux, il se base, mais ça je sais que toi, dans ton livre, tu es revenu sur ces propos, mais tu as eu des propos très durs contre les Blancs quand même à un moment donné. Attention. Il faut aussi qu'on nuance les choses. J'assume tout ce que j'ai dit. Ça, qu'on soit très très clair. Mais sur les propos que tu avais tenus, des propos très durs quand même. Je dis et je répète, tout ce que j'ai dit, je l'assume. Même dans les excès, même dans ma radicalité, j'assume tout ce que j'ai dit. Parce que la réalité est que l'homme noir est tombé tellement bas aujourd'hui, que lorsque certains d'entre nous durcissent le ton, c'est parfois un passage obligé pour se faire entendre. Si je n'avais pas durci le ton, j'aurais pas les 80 000 personnes qui me suivent aujourd'hui à différents endroits, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou en Afrique ou dans la diaspora. Ça aussi, c'est une réalité. J'ai dû durcir le ton avant de pouvoir m'apaiser et pouvoir m'ouvrir. Si j'étais venu en faisant du tam-tam, du djembé, en disant on est tous des frères, les gens, ils ne seraient pas en cette démarche-là. On a dû provoquer pour se faire entendre. Et j'assume ce que j'ai dit. J'ai pu blesser des personnes. Ceux que j'ai pu blesser, contrairement à beaucoup de gens à la dissidence, moi j'aime de un, me remettre en question, et de deux, dire c'est vrai que sur tel ou tel point, j'ai pu aller trop loin. Mais il faut faire attention, il faut être prudent. C'est-à-dire que les personnes qui me disent « ouais, t'as été trop loin à l'époque », que chacun fasse son introspection. Parce que la plupart des gens qui parlent sont des gens qui font des erreurs, mais qui ne sont pas capables de les reconnaître. Et ça, je le dis sans aucun problème. Et ce que j'ai dit par rapport à la manière dont l'Occident se comporte vis-à-vis de nous, l'oligarchie occidentale, la seule chose que j'ai dit, regretter, que je regrette sincèrement, et je le dis toujours, mais je ne veux pas m'excuser mille ans non plus, il faut qu'on soit sérieux, c'est d'avoir fait l'amalgame entre le prolétaire occidental, qui souffre lui aussi, qui est dans une douleur réelle, qui est esclavagisé lui aussi, d'une autre façon, par le grand capital, qui a des problématiques qui, sur certains points, peuvent être liées aux nôtres. Ces gens-là sont mes frères de lutte, sont mes frères de douleur. Pas de couleur, mais de douleur. Et je leur donne la main aussi. Et à une certaine époque, je n'avais pas le temps de faire la différenciation entre l'élite et la masse. Et j'ai aucun problème à le dire. Ce n'était pas le moment. Donc j'accepte pas non plus qu'on vienne me dire oui, ah non, mais t'es un peu... Écoute, quand on voit la manière dont le continent africain et le monde africain est traité aux quatre coins du monde, il est normal de durcir le ton. Je l'ai durci, je l'assume complètement. J'ai aucun problème à le dire. Après, on passe à autre chose. On avance. On se donne la main. Et tu vois, dans mes conférences, quand je fais les conférences en Occident, 40% de mon public, c'est des 30%, c'est des Blancs. Il y a des Blancs. Il y a des rebeux qui sont là, et une majorité de Renois, mais il y a des gens de toutes les ethnies. Il y a même un juif qui était là à la dernière conférence à Marseille. Donc les choses sont plus complexes que ce que BFM, France Info, Libération, j'ai vu tout ce que la presse a raconté ces derniers temps lors de mon incarcération. C'est beaucoup plus complexe que tout ce qu'ils disent. Mais ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne suis pas là non plus pour... voilà. Alors, justement, je vais lire un petit peu les questions, parce que après, si je dis pas leurs questions, tu sais, je me fais charcler. On me dit... alors... Si je comprends, la pieuvre refuse de choisir l'union des Africains, certainement car choisit justement, mais a imposé l'union aux Européens. Une union sera voulue par la pieuvre ou ne sera pas. Ouais, c'est-à-dire que il nous dit exactement, mais il a tout résumé. Vas-y, continue. Ouais, voilà, ils nous disent que il est entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que les gens en fait ne voudraient pas d'une union africaine. Toi, tu penses ça vraiment que justement entre guillemets l'oligarchie mondialiste qui prépare des grands plans de créer des blocs continentaux. En tout cas, pour l'Afrique, ça ne les intéresse pas, cette union, c'est ça? Ce que le frère vient de dire, quelle que soit sa couleur de peau d'ailleurs, il vient de résumer à la perfection la problématique. L'oligarchie n'aime pas l'unité, sauf si c'est elle qui la contrôle. Ce n'est que ça. Si c'est elle qui coopte l'unité, on le voit aujourd'hui quand on voit les vassaux qui sont à l'Union africaine, ils ont vidé de sa substance le projet des leaders, des pères fondateurs, jusqu'à Kadhafi, qui arrosait l'Union africaine pour que les gens se lèvent et aient une logique de dignité réelle. Mais ils l'ont laissé crever aussi. Et ben oui, parce que ces gens-là, malheureusement, je te dis, il y a beaucoup de vassaux de l'impérialisme qui sont présents. L'impérialisme n'est pas que blanc, l'impérialisme n'est pas que juif, l'impérialisme il est nègre aussi. Il y a des gens qui sont cooptés par cette oligarchie pour faire en sorte de détruire de l'intérieur un projet qui à la base était un projet d'indépendance. Et ça, c'est des choses qu'on doit dire, qu'on doit reconnaître. Et nous, on est dans une démarche à l'heure actuelle de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'on s'éloigne du système des urnes qui est vicié sur le continent africain et qu'on déplace le curseur du pouvoir vers la société civile. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que même nos ennemis mondialistes, les Georges Soros et compagnie, dans les ONG qu'ils créent à foison sur le continent africain, c'est ce qu'ils ont compris, puisqu'aujourd'hui ils sont dans une logique de coopter. C'est-à-dire qu'ils s'agrippent à des sentiments réels du peuple, des sentiments d'indignation, de colère, ceux qui veulent de la liberté, qui veulent de la justice. Ils viennent les voir, ils les financent, Human Rights Watch, Open Society,
vous voulez de la démocratie, vous voulez la gouvernance. Ils se cachent derrière ce que je conceptualise dans mon livre Black Nihilisme comme étant la logique de l'impérialisme de la vertu. Et dans la démarche qui est la leur, à partir du moment où vous voulez la justice, ils essayent de vous donner un package idéologique pour que, quelque part, vous soyez reliés à leur réflexion politique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Et après ça, une fois qu'ils énoncent cette réalité et que les nôtres commencent à revendiquer la démocratie, alors qu'à la base, ils ne parlaient pas de démocratie, ils parlaient d'autodétermination. Ils parlaient du droit à pouvoir disposer de leur système et comment dirais-je, de la liberté la plus totale, la plus réelle. Le droit de pouvoir décider de leur propre destinée. C'était ça leur logique, de base. Mais quand les oligarques viennent, les financent, celui qui a faim, il y a un moment ou un autre où il commence, on dit toujours, main qui donne, main qui dirige. Mais comment ça se fait qu'en Afrique, sur justement quasiment, allez, on va prendre 20 pays, ils arrivent à corrompre dans les 20 pays, quoi. Il n'y a pas une levée. Bah, j'ai envie de te dire, comment ça se fait qu'en Europe, sur tous les pays de l'Union européenne, ils arrivent à corrompre tous les chefs d'État à la tête des pays, c'est la même chose. C'est-à-dire que la corruption, elle est mondiale. Mais non, parce que je fais la comparaison. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Sauf que, peut-être bien, je vais faire l'avocat du diable, hein, j'ai l'habitude dans l'émission, l'américanisation est plus difficile à comprendre que la colonisation pour les Africains. Ça, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint. Et c'est la grande... Il n'y a même pas de débat dessus. La grande force à l'heure actuelle de l'oligarchie, c'est d'essayer de nous focaliser, pousser à nous focaliser à la limite même en disant on conteste l'ancienne France-Afrique alors qu'il y a une mutation du système de prédation impériale sur le continent africain. C'est-à-dire que de l'ancienne France-Afrique, de la sphère francophone, l'oligarchie qui est la même, hein, c'est la même qui dirige aux États-Unis, qui dirige en France, c'est le même. Ils réunissent tous au Nightbreed et compagnie. Donc ce sont les mêmes en réalité. Eh bien, ils nous laissent nous battre contre des systèmes de pensée qui, eux, mutent, mais ils nous donnent la sensation qu'ils restent les mêmes, pendant que eux sont en train de remettre leur force dans un autre courant qui est plus séduisant, l'américanisation des esprits, d'accord, la qatarisation des esprits aussi, parce que les pétromonarchies ont aussi une responsabilité. Il ne faut pas qu'on dise que c'est que les Américains et autres. Les pétromonarchies, la société, l'axe atlantiste américano-israélien et les ONG de l'Union européenne, dont la France aussi, soyons clairs, on ne va pas exclure, moi je ne fais pas partie des gens qui vont exclure l'oligarchie française, elle fait partie du problème aussi, clairement. Eh bien, eux agissent d'une façon aujourd'hui où ce n'est plus une confrontation comme c'était le cas à l'époque de Jacques Foccart, c'est une logique de financement. Aujourd'hui, tu as un problème, tu as besoin d'une bibliothèque, et je le vois moi quand je fais les conférences dans les universités, à l'université Cheikh Anta Diop ou autres, à différents endroits. Je parle aux étudiants, je fais toujours le test. Je leur dis, si vous avez le choix entre les Vénézuéliens, parce que je me suis énormément rapproché des Vénézuéliens cette année, je passe d'ailleurs le bonjour à l'ambassadeur Eddie Rosé Corcega du Venezuela, l'ambassadeur en Afrique de l'Ouest, qui est un grand homme, dont je parle beaucoup dans mon bouquin. Et ce dernier, lui-même le sait, que quand on parle du Venezuela, j'en parle souvent aux jeunes donc, et je leur dis, entre le Venezuela et les États-Unis, s'ils avaient le choix entre deux pays, où est-ce que vous voudriez aller? Les 3/4 des jeunes qui nous kiffent, qui viennent assister à l'émission télé, les 3/4 des jeunes tu leur dis, tu as le choix entre New York et Caracas, ils vont tous aller à New York. Tu vois? Parce que le swag américain, et qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça que moi je n'aime pas la caricature, on est sur cette plantation, nous tous. Celui qui dit qu'il ne l'est pas est un grand menteur. Si on commence à faire l'inventaire des tenues, d'où ça vient, etc., le swag, nous tous, hein, moi le premier, il faut pas, même si après moi je produis mes propres tenues, on peut y revenir aussi, mais le béret, c'est pas un béret qui vient du Burkina Faso, de Dakar, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler. Il faut qu'on analyse, il faut qu'on soit pragmatique. L'Afrique m'a poussé au pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est que l'impérialisme et nos adversaires sont dans la logique de séduction. Alors que les résistants au mondialisme, eux, pour l'instant, sont dans la dénonciation, mais ils ne sont pas dans la proposition. Et c'est ça le retard que nous avons aujourd'hui de manière fondamentale face à ceux qui sont en train de court-circuiter notre continent, les forces vives de notre continent. Ils les récupèrent avec des discours sucrés, avec toujours une volonté de les soudoyer, mais en les encourageant. Parce qu'ils savent que la nouvelle génération est bouillante. D'accord? Et ils essayent de les orienter, c'est-à-dire qu'on va les pousser. Exemple de Compaoré, c'est exactement la même chose. On tire sur ce traître, parce que c'est l'un des plus grands traîtres de l'histoire du continent africain, même si là aussi, encore une fois, je refuse cette hypocrisie qui consiste à faire porter tout le chapeau sur Blaise Compaoré par rapport à Sankara. Sankara, il est mort à cause de 3 parties. Il est mort à cause de Compaoré, certes, trahison, c'est quelque chose de réel en Afrique, c'est quelque chose de réel dans le monde. Il est mort à cause de l'impérialisme, qui est celui qui soudoie et qui paie, et il est mort aussi parce que le peuple, à l'époque de Sankara, beaucoup lui ont tourné le dos. Il faut qu'on arrête de mentir. Il faut qu'on arrête de mentir.
Je peux vous présenter des tas d'anciens révolutionnaires burkinabés qui étaient minoritaires, des proches de Sankara, qui à un moment étaient minoritaires. Sankara était devenu impopulaire au Burkina Faso à une certaine époque. Parce qu'il était, et il le dit même dans une interview, l'une des dernières interviews qu'il a fait, j'encourage tout le monde à aller l'étudier et pas simplement dire on le connaît quand on ne connaît pas son œuvre. Il est interrogé, on lui pose la question de savoir est-ce qu'il se sent compris. Il dit non, je ne me sens pas compris par le peuple. Le peuple ne le comprenait pas à la fin. Parce qu'il était trop en avance. Il était trop en avance, voilà. Certainement. Donc, que tu vois un mec comme Compaoré, c'est ça qui est intéressant, moi, qui me fait sourire. La jeunesse fait en sorte qu'il parte. Il part, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on a détruit le système? On n'a pas détruit le système. On a détruit la marionnette. Tant qu'on ne détruira pas le marionnettiste, et ce que je dis pour la politique, je le dis dans tous les domaines, que ce soit sur le terrain de la culture, sur le terrain du cinéma, dans le terrain musical ou autre, détruire la marionnette, critiquer la marionnette, c'est bien. Mais tant que tu ne critiques pas le système, tu perds ton temps. Et c'est déconstruire, pour reprendre du Derrida justement, tant qu'on ne sera pas dans la logique de déconstruction, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que pour construire, il faut être capable de déconstruire les mauvaises herbes et les mauvaises fondations, selon moi. Et justement, alors, le panafricanisme, tu le définis quoi? Comme à la fois une identité noire ou c'est une idéologie politique? C'est une idéologie politique. C'est pas, complètement. Qu'est-ce que ça veut dire une idéologie noire? Nasser était un panafricain. Ouais. Parce que pourtant Nasser n'était pas bleu. Tu vois, non, bien sûr. Donc ça veut dire que toi... Kadhafi n'était pas du Burkina Faso. Donc je comprends bien que toi, dans ta logique, l'Afrique forme un seul vrai continent, de l'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec la diaspora. Maintenant, il ne faut pas qu'on monte. Le continent africain est un continent essentiellement noir, de facto. D'accord? Et l'idéologie panafricaine est née à la base chez des noirs. Ce n'est pas du noirisme ou du négrisme ou de l'afrocentrisme. Garvey, Webb Dubois, c'était des afros. C'était des nègres, pour parler, reprendre la terminologie, la logique d'Aimé Césaire ou de Léon Gontran Damas. D'accord? Maintenant, après, de cette volonté d'indépendance culturelle du monde noir, qui s'est adapté au continent où il était majoritaire, son continent, sa terre-mère, cette idéologie a pénétré dans toutes les sphères du continent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Et dans ce nord aussi, des gens du FLN à l'époque d'Algérie ont une responsabilité énorme dans la logique d'indépendance du continent africain et faisaient partie du projet panafricain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nier, sur lequel on doit mentir. Ouais. Par contre, ce qu'on dit, et parce qu'il faut le dire, c'est qu'au XXIe siècle, dans cette période de crise qui touche l'Occident et qui touche par ricochet un petit peu le Maghreb, les mêmes causes produisent les mêmes effets, d'accord? On arrive à une situation avec ce qu'on appelle la logique du dumping social, avec toujours cette démarche de quelque part de prendre à bas prix des ouvriers pour les faire travailler et faire en sorte que les personnes d'origine ou des personnes de souche elles-mêmes perdent leur emploi. Tu crées des tensions entre l'immigration, entre l'immigré et la population qui est de souche quelque part. Et ça fait bénéficier, ça profite à qui, excuse-moi? Ça profite aux élites que l'on connaît, d'accord? Et du coup, il y a une sorte de négrophobie hystérique à l'heure actuelle, qui est dénoncée même par certaines voix au Maghreb, qui est présente. D'accord. Voilà, au Maroc. Il faut le dire aussi. Ouais. Et on dit, et je fais partie de ceux qui disent, et je l'affirme mais avec force, que oui, je pense que le panafricanisme ne pourra pas se faire sans l'Afrique du Nord. Mais oui, je dis que avant que que le panafricanisme puisse être réalisé, il faut que le Maghreb puisse régler aussi sa problématique vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, vis-à-vis du nègre de manière générale. On racialise la question, mais en réalité, c'est une question de classe aussi. Tu vois, c'est une question sur laquelle le capitalisme a largement sa place. On vient de parler du dumping social, c'est une réalité aussi. Mais c'est aussi une question fondamentale liée aussi à l'ethnicité. Il y a un rapport aussi, il y a un regard partout dans le monde. Est-ce qu'ils sont pas un peu justement influencés par une grille de lecture occidentale? Il y a une grille de lecture occidentale. De toute façon, je veux dire, à une certaine époque, le Maroc voulait rejoindre l'Union européenne. Il faut se poser des questions. Oui. Tu vois, donc voilà. Donc c'est sûr qu'ils sont que l'élite, pas les Marocains de base, parce que quand je pense au Maroc, je pense aussi à Ben Barka, d'accord. Et Mehdi Ben Barka, c'était un grand bonhomme. Mais ils sont influencés par une grille de lecture. Et puis il y a aussi une autre chose dont il faut qu'on parle, qui est très tabou. Sans faire de la chouinerie ou de la victimisation de bas étage ridicule, il y a encore des restes, selon moi, d'une négrophobie passée ou d'un racisme qui existait à l'époque de la traite j'aime pas dire arabo-musulmane parce que c'est une traite arabe, c'est pas une question de religion ou pas religion, c'est une traite d'une oligarchie, encore une fois, arabe ou arabophone,
Et vous remarquerez d'ailleurs que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie arabophone, ou l'oligarchie arabe, elles ont des grands points communs. Et bien souvent, les capitalistes de ces deux oligarchies, les maîtres de ces deux oligarchies-là, ils font partie de la caste apatride qu'on ne peut pas citer. D'accord? Sans rentrer trop loin, si on veut monter dans le raisonnement. Et le problème, c'est qu'il y a des stigmates d'une suprématie des uns au détriment des autres qui existent aussi encore et qui s'allient à cette logique justement du rapport de classe qui existe dans ce Maghreb et qui existe par extension dans le monde arabe. En plus, et il faut et je veux dire, c'est là où je vois le côté parfois ridicule, j'ai pas peur de le dire, cette hyper susceptibilité quand on aborde ce sujet, direct les gens disent ouais, tu fais de la victimisation, mais je fais pas de victimisation. T'as vu quelqu'un pleurer? Personne ne pleure sur ça. Je dis juste qu'il faut que l'Afrique s'organise du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais pour ça, il faut régler les problèmes. Et pour régler les problèmes, il faut parler. Et c'est ce que je dis avec certains, je ne vais pas citer les noms ici, mais certains artistes maghrébins ou c'est ce que je disais, notamment en août, j'ai vu Tariq Ramadan, on a discuté 1 heure à Dakar. On a eu un entretien, on pourra avoir l'occasion d'en parler. C'était ces questions-là qu'on a abordées. On est en désaccord sur énormément de choses. Énormément. Mais sur ces questions-là, on convergeait. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et si tu regardes comment l'oligarchie fonctionne, tu sais ce qui est extraordinaire. Durant le conflit israélo-palestinien, des temps derniers durant l'été, regarde ce que l'oligarchie a fait. Regarde ce que l'élite israélienne a fait. Ils ont fait des reportages sur la manière dont les Noirs, alors qu'eux-mêmes maltraitent à un degré inimaginable les Noirs, mais on maltraite ce qui est maltraitable. À un moment, il faut qu'on se rebelle aussi, tu vois. Mais ils maltraitent les falachas, etc., en Palestine occupée. Mais ils ont fait des reportages sur la manière dont les Noirs palestiniens, parce qu'il y en a, c'est quelque chose dont on parle très peu, étaient traités. Pour mettre en avant, en gros, le degré de négrophobie qu'il y avait aussi dans le monde arabe. Et pousser les Noirs qui se sentaient sensibles vis-à-vis de la cause palestinienne légitimement, parce que les Palestiniens sont occupés, d'accord, à l'heure actuelle, en disant, vous êtes solidaires de gens qui discriminent les vôtres. Ils sont très forts. Mais ils sont très forts de notre faiblesse, parce que nous, on ne parle pas entre nous. On ne règle pas les problèmes. Et si on laisse ça grandir, ça va faire une métastase. Et c'est pour ça que je dis que le dialogue est nécessaire. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on n'ait pas peur de se dire ça va, ça ne va pas. Il faut que le noir aussi arrête d'être le paillasson partout où il va. Et il faut que les autres, et moi je te le dis, de toute façon partout où je vais, personne va me traiter, personne va me manquer de respect. Je vais en Iran, pourtant il y a des noirs qui subissent voilà, des grosses difficultés là-bas, qui connaissent des grosses difficultés là-bas. Quand je vais là-bas, tout le monde me respecte. Quand je me rapproche des Vénézuéliens, les noirs foncés au Venezuela, même si le Venezuela c'est une autre idéologie, c'est une autre façon, parce que Simon Bolivar a été élevé par des esclaves noirs. D'accord? Il faut le savoir, les bonnes de Simon Bolivar, le père du bolivarisme, qui est l'idéologie d'ailleurs d'indépendantisme en Amérique du Sud. Il serait intéressant d'ailleurs de tracer des ponts de liaison entre le bolivarisme et le panafricanisme. C'est exactement la même chose, il faut juste interroger les gens. Le bolivarisme veut unir toutes les nations d'Amérique du Sud dans un projet commun. Personne ne leur dit « ouais, mais c'est utopique de dire ça ». Il n'y a qu'avec les Africains qu'on dit ça, d'accord? Eh bien, quand je me rapproche de ces différents pays, quand je parle avec d'autres, même des Russes ou autres, mais quand ils voient que vous respectez vous-même, ils vous respectent. Il y a un moment, il faut aussi qu'on arrête. On ne marche que sur quelque chose qui s'allonge, quelque part. Oui, quelque part. Alors, pour faire l'avocat du diable, est-ce que ça, c'est ça. Ce soir, ouais. Non, mais est-ce que justement, même on a parlé d'esclavage et de colonisation, mais est-ce que justement, il n'y a pas une responsabilité africaine? Moi, je le dis toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Ça, c'est des discours que dans la dissidence franco-française, les gens n'en font pas. Partout ailleurs en montant sur ce terrain-là. Je suis le premier à parler d'anti-victimisation. Je suis le premier à parler d'autodétermination. On est les premiers responsables de la manière dont on est traité dans le monde. Il faut le dire. Mais être les premiers ne veut pas dire qu'on est les seuls. Et moi, je te le dis, je fais partie de ceux, et je suis loin d'être le seul. Il y en a des dizaines j'ai même pas envie de dire de chiffres. Je ne parle même pas parmi mes dizaines de milliers de sympathisants, mais même au-delà, il y a des millions de gens qui sont dans une démarche où ils ne laisseront plus jamais quiconque les traiter d'une façon qui ne sera pas en adéquation avec notre dignité d'homme. Mais pour cela, on a une responsabilité. Il faut qu'on se redresse aussi, qu'on arrête de se courber. Et l'Africain a une responsabilité définitive et déterminante dessus. Moi, je le dis toujours. Je vois des gens qui peuvent être des racistes extrêmes. Quand ils me voient, ils vont toujours se comporter de manière correcte avec moi. Ça, parce que je ne les mendie pas. Ouais, tu ne les mendis pas, voilà. Parce que je ne suis pas là pour avoir une place avec eux.
Je suis pas là pour rentrer dans leur maison. Je suis pas là pour, ah oui, je vais être avec vous, j'ai besoin de vous. C'est pas mon projet, ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas que je sois en Afrique ou que je sois ici. J'ai jamais songé à vouloir mendier des miettes chez les autres. Ça m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'intéressera jamais. Voilà. Donc il y a aussi une façon dont nous autres, nous devons nous comporter. Et de cette façon, il y aura une interaction avec autrui. Mais il faut aussi que les autres se rappellent qu'on est tous les nègres de l'oligarchie. Nous sommes tous les nègres de l'oligarchie. Enfin, Frantz Fanon disait dans les années 50 et vers la fin des début des années 60, enfin il est mort en 61, il disait « Nous sommes tous les damnés de la terre ». Moi je dirais aujourd'hui on est tous les nègres de la plantation Rothschild. On est tous des nègres, du plus clair au plus foncé. Et dans ce cadre-là, parce qu'on est tous des nègres du plus clair au plus foncé, il faut qu'on soit dans une dimension d'éviter de traiter le plus sombre d'entre nous comme un sous-homme, sous prétexte qu'on nous a appris, on nous a conditionné pour être dans une logique de suprématie des uns vis-à-vis des autres. Parce que ça, c'est justement la plus grande force du capitalisme, nous avoir poussé dans des rapports ethniques et nous avoir poussé à oublier la logique de classe. C'est une diversion, mais c'est une diversion qu'on ne doit pas négliger. Il faut qu'on analyse tout dans sa globalité, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Par exemple, sur le franc CFA. Le franc CFA, toi, tu le dénonces comme une aberration coloniale. C'est une aberration coloniale, évidemment. Beaucoup d'Africains le défendent. Ils le défendent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... J'en discute, c'est très bien, voilà, avec même des gens de ma famille qui ont peur, si tu veux, qui disent que si on part du franc CFA, ils vont ça apporte la stabilité, voilà, et que l'Afrique ne sera pas stable. Et est-ce que justement, ils s'infantilisent pas eux-mêmes comme un peu un enfant qui dirait ah non j'ai peur si ma maman s'en va quoi en gros. Alors que toi justement t'es plutôt un rebelle à dire il faut virer les parents et je veux prendre mon indépendance et être chez moi tout seul. Alors je te cache pas que j'ai une double lecture. Évidemment de manière définitive, on est opposé au franc CFA, c'est logique. Moi je suis payé en franc CFA, pays. Quand je travaille, je suis pas payé dans une monnaie qu'on a créée encore, parce que c'est ça aussi la réalité. On vit avec au rythme où on doit aller. On essaie d'avancer le plus loin possible. Il y a un spécialiste de la question du franc CFA qui s'appelle Nicolas Gbou. Ah oui. D'accord. Voilà. Ah bah, ok, je ne savais même pas qu'on l'avait invité ici. Et qui a énormément travaillé sur ces questions. C'est quelqu'un d'éminemment respectable. Même si après on peut peut-être ne pas être d'accord sur tout, mais c'est un aîné. Enfin, un docteur en économie. Qui est un spécialiste de la question, qui n'est à mon sens pas assez écouté. D'accord. Ça aussi c'est quelque chose qui est dommage. Et il s'est plongé dessus. Moi, je faisais partie des gens à l'époque de la diaspora, quand j'étais uniquement ici, dans la diaspora, où je passais mon temps à parler du franc CFA. En vivant en Afrique et en voyageant aussi dans les pays anglophones, parce que nous, dans la sphère francophone, on est soumis à ce régime-là, néocolonial toujours, mais dans la sphère anglophone, ils ne sont plus dedans. Non. La plupart sont sortis de ça, même s'il y a encore un autre système de prédation qui est le Commonwealth, qui les maintient, encore une fois, sous une certaine forme de contrôle, mais c'est moins paternaliste qu'en France. C'est beaucoup moins paternaliste en France, sur le continent. Et cette idéologie, enfin c'est beaucoup moins paternaliste dans le monde anglophone que dans le monde anglophone, pardon. Et cette idéologie anglophone, on la retrouve même sur la manière dont il gère les communautés, où il laisse les communautés vivre beaucoup plus librement. Et au final, du coup, elle se braque beaucoup moins vis-à-vis de l'état dans lequel elles sont. Dans lequel elles sont installées. Même aux Antilles, ils ont eu leur indépendance, etc. Depuis longtemps. Tu vois, alors que dans la sphère francophone, il y a toujours cette volonté de materner, de paterner, n'ayant pas peur de dire les mots, et de leur faire comprendre c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Là où je vis, là où je voyage, je me dis qu'il faudra absolument qu'on finisse par sortir de ce système-là. Mais malheureusement, je suis dans une logique d'ordre de priorité aussi. Tu vois, parce que quand tu es confronté à la faim, quand tu es confronté aux problèmes les plus basiques sur le continent africain, des plus basiques, des gens qui meurent de la grippe, ça c'est du factuel. Alors tu nous parles d'Ebola, tu vois, Ebola même, c'est des gens qui meurent de la grippe aujourd'hui au XXIe siècle. Le franc CFA est une obligation au sens qu'il doit être détruit. Mais ça paraît comme un luxe de parler de cette problématique-là quand tu es dans certaines urgences. Et c'est pour ça que des mecs comme Sankara, des aînés comme Thomas Sankara, des aînés comme d'autres, bien qu'ils étaient contre cette aberration-là, d'accord, ne se sont pas focalisés d'abord dessus. Je les comprends totalement. Parce que quand tu es confronté aux réalités quotidiennes sur le continent africain, il y a des urgences dans lesquelles tu es installé et des urgences dont tu dois te préoccuper.